Bonjour, je suis Emmanuel Chastelière, le traducteur des Jardins de la Lune, et je vais vous lire un extrait du roman. Les toits du Daroujistan multipliaient les terrasses, gables, tours coniques, beffrois et plateformes, depuis les quais éparpillés le long de la rive du lac jusqu'au sommet de la colline de Majesté, où se réunissait le conseil municipal, en passant par les étages irréguliers des districts Gadgrobi et Darou, puis par la zone des temples et des plus riches demeures. Les toits s'entassaient en un foisonnement si chaotique que nulle rue ne voyait jamais le soleil en dehors des artères majeures de la cité. Les torches qui jalonnaient les itinéraires les plus fréquentés étaient constituées de tiges creuses, dont les griffes de fer noirci agrippaient de la pierre ponce. Acheminé au moyen de vieux tuyaux de cuivre corrodés, le gaz soufflait autour de ces pierres poreuses des auréoles de flammes, illumination irrégulière à la lumière bleue et verte. Ce gaz provenant d'immenses cavernes situées sous la ville était transporté via d'énormes vannes. La surveillance de ces ouvrages était confiée aux gris visages, des hommes et des femmes silencieux, évoluant tels des spectres sous les pavés ronds de la cité. Cela faisait 900 ans que cette haleine gazeuse avait commencé à alimenter un premier district de Daroujistan. Malgré des ruptures de canalisation dues à d'effroyables incendies qui avaient vu des flammes de plus de 100 mètres venir lécher les cieux, les gris visages avaient tenu bon, faisant finalement ployer leurs invisibles dragons. Un univers éternellement baigné d'une lueur bleue s'étirait sous les toits. Cette lumière soulignait les principales avenues, ainsi que les rues des marchés, aussi étroites et tortueuses que fréquentées. Toutefois, plus de 20 000 ruelles, à peine assez larges pour laisser passer une charrette, demeuraient dans l'ombre, rarement troublées par un riverain muni d'une torche ou par les lanternes rondes du guet. De jour, les terrasses brillantes chauffées par le soleil étaient surplombées par les étendards de la vie domestique, que les ménagères faisaient sécher grâce au vent du lac. De nuit, la lune et les étoiles éclairaient un monde quadrillé par des cordes à linge et leurs ombres mouvantes. Cette nuit-là, à travers un rideau d'ombre vaporeuse, un individu se frayait un chemin entre les cordes de chanvre. Au firmament, un croissant de lune fendait les minces nuages, évoquant le cimetière d'un dieu. L'individu avait le buste et les membres étroitement enveloppés de linge noirci de suie. Son visage était recouvert à l'identique, avec une fente pour ses yeux qui étudiaient les toits voisins. Un harnais de cuir noir s'entrecroisait sur sa poitrine, muni de poches et de boucles serrées, rigides, maintenant en place les outils de sa profession. Des rouleaux de fil de cuivre et des limes de fer. 3 scies à métaux emballés séparément dans du parchemin huilé, de la gomme de racine et un cube de suif, une bobine de fil de pêche et, enfin, sous son bras gauche, une dague à fine lame et un couteau de jet, pommeau vers l'avant dans leurs étuis. Le voleur avait trempé l'extrémité de ses mocassins dans de la poix. Il veillait à ne pas trop peser sur ses orteils en traversant une toiture plate, préservant l'essentiel de cette mince bande de goudron gluant. Parvenu au bord, il regarda en bas. Un petit jardin était blotti 3 étages en dessous, faiblement éclairé par 4 becs de gaz disposés à chaque angle d'un patio dallé autour d'une fontaine. Une lueur pourpre baignait le feuillage qui débordait sur la cour intérieure, miroitant également dans l'eau de la fontaine, qui s'écoulait le long d'une série de gradins de pierre, jusqu'à un bassin peu profond. Un garde dormait assis sur un banc près de la source, une lance sur ses genoux. La demeure des Darles était un sujet de conversation très en vogue dans la plus haute noblesse du Daroujistan, depuis que la cadette de la famille était désormais en âge de se marier. Les prétendants avaient afflué, et les présents, en joyaux et colifichets divers, désormais entreposés dans la chambre de la jeune fille, ne manquaient pas. Si ce genre d'histoire faisait les délices de l'aristocratie, rares étaient les gens du peuple à s'en soucier lorsqu'elle leur parvenait. D'aucuns y prêtaient pourtant une oreille attentive, avares de leurs pensées, mais curieusement avides de détails. Les yeux rivés sur le garde, Crocus jeune main se livrait à de prudentes conjonctures. Le tout était de trouver la chambre de la jeune fille parmi la vingtaine de pièces de la propriété. Crocus n'aimait guère les devinettes, mais il avait déjà eu l'occasion de constater que l'instinct lui dictait une logique très sûre quand il s'agissait de résoudre ce genre de difficultés. L'étage supérieur, à coup sûr, pour la plus jeune et la plus jolie fille des Darles, et un balcon donnant sur le jardin. L'attention du voleur se concentra sur le mur qu'il surplombait. Il comptait 3 balcons, mais un seul au 3e étage, sur sa gauche. Crocus s'éloigna du bord et progressa silencieusement jusqu'à la verticale du balcon. Il se rapprocha ensuite, avant de regarder de nouveau en contrebas. 3 mètres maximum. Des colonnes de bois peint richement sculptées se dressaient de chaque côté du balcon. À une longueur de bras, un arceau en demi-lune complétait ce luxueux encadrement. Crocus jeta un dernier coup d'œil au garde. Il n'avait pas bougé, et sa lance ne semblait pas sur le point de tomber avec fracas sur le dallage. Le voleur entreprit alors de se glisser lentement contre le mur. La poix de ses mocassins adhérait aux parois,
lui conférant une assurance agréable. Les prises ne manquaient pas, car le sculpteur avait profondément entaillé le bois dur, et le soleil, la pluie et le vent usaient la peinture. Crocus descendit le long de l'une de ses colonnes, et ses pieds touchèrent la rambarde du balcon, à son point de jonction avec le mur. Un instant plus tard, il s'accroupit sur un carrelage vernissé, dans l'ombre d'une table en fer forgé et d'un fauteuil garni de coussins. Aucune lumière ne filtrait à travers les volets de la porte coulissante. Crocus s'en approcha, à pas feutrés. Un rapide examen lui permit d'identifier le type de fermeture. Il sortit une scie à dents fines et se mit au travail. Le son produit par l'instrument était presque inaudible, tel le murmure d'une patte de sauterelle. Il s'agissait d'un bel outil, rare et sans doute ruineux. Crocus ne pouvait que se féliciter d'avoir un oncle amateur d'alchimie, contraint d'utiliser de ce genre d'instrument magiquement renforcé pour fabriquer ces dispositifs bizarres de condensation et de filtrage. Mieux encore, un oncle distrait qui avait tendance à égarer les objets. 20 minutes plus tard, les dents de la scie tranchèrent la dernière fixation. Crocus rangea l'outil dans son harnais, puis essuya ses mains moites et entr'ouvrit la porte. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dans la vague pénombre, il repéra sur sa gauche un grand lit à colonnes, la tête adossée au mur extérieur. Une moustiquaire l'entourait, retombant en petits tas sur le sol. Derrière le voile, on entendit la respiration régulière d'un être profondément endormi. L'odeur d'un parfum coûteux imprégnait la pièce, quelque chose d'épicé, provenant sans doute de baies jaunes. 2 portes se trouvaient juste en face de Crocus. L'une d'elles, entrebâillée, donnait sur une salle de bain. L'autre, formidable barrière de chêne renforcée de métal, comportait une énorme serrure. Contre le mur situé à la droite du voleur, on trouvait une armoire à vêtements et une coiffeuse, surmontée de 3 miroirs d'argent, reliés par des charnières. Le miroir central était parallèle au mur, mais les 2 autres s'orientaient diversement au-dessus de la petite table, offrant une infinité de reflets admiratifs. Crocus se faufila dans la pièce. Il se releva ensuite lentement et s'étira pour soulager ses muscles de la tension subie lors de la dernière demi-heure. Enfin, à pas de loup, il se dirigea vers la coiffeuse. La demeure des Darles était la 3e en partant du haut de la vieille avenue de Croul, qui gravissait la première des collines de la ville jusqu'à une esplanade circulaire, encombrée d'herbes folles et de dolmens irréguliers, à demi enterrés. Le temple de Croul aux antiques pierres lézardées couvertes de mousse se dressait face à l'esplanade. Le dernier moine de l'ancien dieu était mort des générations plus tôt, et le beffroi carré qui dépassait de la cour intérieure du temple portait les marques d'un peuple depuis longtemps disparu. 4 colonnes de marbre rose soutenaient encore solidement un toit pointu, dont les tuiles de bronze verdi dessinaient autant d'écailles. Le beffroi donnait sur une dizaine de terrasses appartenant à des maisons de la petite noblesse, dont l'une touchait presque l'un des murs du temple. L'ombre massive de la tour embarrait le toit. Un assassin était tapis là, les mains trempées de sang. Talo Crafard, du clan de Jurik Denat, respirait difficilement. La sueur ruisselait sur son front en filets crasseux, avant de tomber de son large nez crochu. Il ouvrit de grands yeux en regardant ses mains, car le sang qui les maculait était le sien. On l'avait chargé cette nuit de jouer les vadrouilleurs. Il devait patrouiller sur les toits de la ville, domaine réservé des assassins, exception faite pour quelques voleurs. Les toits représentaient pour ces tueurs le moyen le plus aisé de parcourir Darogistan sans se faire repérer. Ils empruntaient ces itinéraires lors de missions politiques très officieuses, de la poursuite d'une vendetta entre 2 maisons à la punition d'une trahison. Le conseil gouvernait le jour et la guilde présidait la nuit, en secret, sans laisser de témoins. Il en avait toujours été ainsi, depuis la fondation de Darugistan, sur les rives du lac Azur. Talo traversait un toit plat, quand le carreau d'une arbalète avait violemment percuté son épaule gauche. Le choc l'avait projeté en avant, et l'assassin avait contemplé avec stupeur le ciel couronné de nuages, tout en se demandant ce qu'il avait bien pu lui arriver. Enfin, la douleur avait remplacé l'étourdissement, et il s'était contorsionné pour voir la plaie. Le trait l'avait transpercé de part en part, gisant quelques pas plus loin, sur les tuiles goudronnées. Talo roula sur lui-même pour s'en approcher. Un regard au projectile ensanglanté suffit à lui confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un carreau de voleur. Ce trait-là provenait d'une arme lourde, une arme d'assassin. Talo se redressa à genoux, tout en tentant d'assimiler cette information, avant de se remettre debout. Il trottina ensuite d'un pas chancelant jusqu'au bord de l'édifice. Saignant abondamment, il descendit le long du mur jusqu'à la ruelle plongée dans l'ombre. Il fit une pause en atteignant enfin les pavés glissants jonchés d'immondices, s'obligeant à raisonner calmement. Une guerre d'assassins avait débuté ce soir. Mais quel chef de clan était assez fou pour se croire capable de renverser Vorkan, pour prendre la tête de la guilde ? En tout cas, mieux valait regagner le repère de son propre clan dans la mesure du possible. Avec cet objectif en tête, il partit en courant.
Il s'était engouffré dans l'ombre de la 3e ruelle quand un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il retint son souffle et se figea. Impossible de nier cette sensation. On le traquait. Un coup d'œil à sa chemise trempée de sang lui confirma qu'il n'avait aucun espoir de distancer son poursuivant. Celui-ci l'avait certainement vu entrer dans la ruelle et devait déjà se tenir prêt à le cueillir à l'autre bout de son arbalète. Du moins, Talot s'y serait pris ainsi. Il allait devoir inverser les rôles, tendre un piège. Et il aurait besoin des toits. Retournant au croisement qu'il venait de quitter, Talot examina les constructions voisines. 2 rues plus loin, sur sa droite, s'élevait le temple de Kroul. Le regard de l'assassin se riva sur le sombre beffroi. Là. Regagnant les toits manqua à lui faire perdre connaissance. Tapi dans l'ombre du clocher, il se trouvait désormais à un bâtiment du temple. Ses efforts lui avaient fait perdre beaucoup de sang. Bien sûr, il avait déjà vu son sang, mais jamais en pareil volume. Pour la première fois, il se demanda sérieusement s'il allait mourir. Une sorte d'engourdissement gagnait ses membres. S'il restait plus longtemps sur place, il risquait de ne jamais repartir. Il se redressa avec un petit grognement. Descendre sur le toit du bâtiment était l'affaire d'un bond de quelques mètres, mais le choc de l'atterrissage le fit tomber à genoux. Haletant, il écarta toute idée d'échec de son esprit. Il n'avait plus qu'à se laisser glisser le long d'un mur, dans la cour du temple, puis à gravir l'escalier en colimaçon du beffroi. 2 tâches simples. Une fois à l'ombre de la plateforme du clocher, il dominerait tous les toits alentours, et son poursuivant devrait venir à lui. Talot prit le temps de vérifier sa propre arbalète, attachée dans son dos, et les 3 carreaux de l'étui plaqués contre sa cuisse gauche. « Qui que tu sois, mon salaud, je t'aurai, chuchota-t-il, adressant un regard menaçant aux ténèbres environnantes. En rampant, il entreprit de traverser le toit du bâtiment. La serrure du coffre à bijoux s'était révélée facile à crocheter. 10 minutes après avoir pénétré dans la chambre, Crocus l'avait déjà nettoyée, récupérant une petite fortune en orfèvrerie, perles et pierres précieuses, qui reposait désormais dans une bourse de cuir nouée à sa ceinture. Accroupi près de la coiffeuse, le voleur examinait sa dernière prise. Ça, je le garde pour moi. Il s'agissait d'un turban de soie bleu ciel, passementé de glands d'or, vraisemblablement prévu pour la prochaine fête. Après une longue minute de réflexion, Crocus fourra l'objet sous son bras et se releva. Son regard se posa sur le lit et il s'en approcha. À travers la fine moustiquaire, une forme à demi enfouie sous de moelleuses couvertures apparut. Encore un pas, et le voleur se retrouva au bord du chalit. La fille était nue jusqu'à la taille. Les joues de Crocus s'empourprèrent, mais il ne détourna pas les yeux pour autant. Reine des songes, mais c'est qu'elle est ravissante. Du haut de ses 17 ans, Crocus avait déjà vu suffisamment de prostituées et de danseuses pour ne pas rester tremblant et bouche bée devant les charmes ainsi exposés d'une femme. Toutefois, son regard s'attarda. Il regagna finalement la porte du balcon en grimaçant, inspirant une bouffée d'air frais pour s'éclaircir les idées. Une poignée d'étoiles brillait assez pour percer le voile de nuages sombres, ou plutôt de fumée, qui dérivait du nord, au-dessus du lac. Depuis 2 jours, la nouvelle de la chute de Pâle aux mains de l'Empire malazéen était dans toutes les bouches. Et nous sommes les suivants. L'oncle de Crocus lui avait raconté que le Conseil prenait ardemment la neutralité, tentant désespérément de retirer Daroujistan de l'alliance caduque entre les villes libres. Mais les Malazéens ne semblaient guère sensibles à leur volonté. « Et pourquoi le serait-il » s'était exclamé oncle Mamotte. « L'armée de Daroujistan n'est qu'une méprisable poignée de rejetons de nobles, qui ne savent que se pavaner dans la rue des Tapineuses en exhibant leurs épées incrustées de pierreries. » Crocus remonta sur le toit de la demeure et le parcourut sans bruit. Une autre maison similaire se dressait à 1,50 m tout au plus. Il s'arrêta au bord du bâtiment. La ruelle se trouvait 10 mètres plus bas, mais il ne vit qu'un puits d'ombre. Le voleur sauta et atterrit en souplesse sur l'autre toit. L'austère silhouette de la tour du beffroi de Kroul s'élevait à sa gauche, semblable à un point noueux dressé contre le ciel. Palpant le sac de cuir attaché à sa poitrine, Crocus vérifia du bout des doigts la solidité du nœud et l'état des cordons. Rassuré, il fit ensuite de même avec le turban, glissé sous l'une des courroies de son harnais. Tout allait bien. Il reprit sa traversée silencieuse. Une excellente nuit, décidément, songea-t-il en souriant. Talot Crafard rouvrit les yeux. Étourdi, il regarda autour de lui, sans comprendre. Où était-il ? Pourquoi se sentait-il si faible ? Un gémissement lui échappa quand la mémoire lui revint. Il s'était évanoui, adossé à cette colonne de marbre. Mais qu'est-ce qui avait bien pu le réveiller ? Tendu, l'assassin se redressa contre la colonne poussiéreuse et observa les toits en contrebas. Là, une silhouette s'avançait sur la terrasse d'un édifice situé à moins de 5 mètres. « Tu vas voir, mon salaud !» Calant un coude contre la colonne, Talot leva son arbalète. Elle était déjà armée, bien qu'il n'eût aucun souvenir de l'avoir fait. D'aussi près, il ne pouvait pas rater sa cible.
Plus que quelques secondes, et son poursuivant serait mort. Retroussant les lèvres, Talot visa soigneusement. Au milieu de la terrasse, Crocus caressait d'une main la parure de soie nichée contre son cœur, quand une pièce de monnaie rebondit bruyamment à ses pieds. D'instinct, il se pencha pour l'attraper. Quelque chose siffla alors juste au-dessus de sa tête. Surpris, il leva les yeux, puis se baissa de nouveau en entendant un carreau de céramique voler en éclats à 6 mètres de lui. Il poussa un gémissement affligé et se releva à la hâte, fourrant spontanément la pièce sous sa ceinture. Talot pesta, incrédule. Abaissant son arbalète, il regarda avec stupéfaction la silhouette s'enfuir avant que son sens du danger ne se manifeste une dernière fois. Faisant volte-face, il entrevit un personnage en cape, debout, bras levés. Les bras s'abattirent brusquement et 2 longues dagues à gouttière s'enfoncèrent dans la poitrine de Talot. Avec un ultime grognement, décontenancé, l'assassin mourut. Une sorte de crissement parvint aux oreilles de Crocus, qui se retourna aussitôt vers le beffroi. Une forme noire dégringolait de la plateforme, atterrissant à 5 mètres de lui avec un bruit sourd. Une arbalète suivit la même trajectoire un instant plus tard. Levant les yeux, Crocus vit alors une silhouette apparaître entre les colonnes, 2 longs poignards luisant entre ses mains. La silhouette semblait l'observer. « Oh, Maury !» Le voleur fit une prière avant de prendre ses jambes à son cou. Dans le clocher de Croule, le tueur aux yeux étranges regarda le voleur déguerpir vers l'autre bout du toit. Sourcils froncés, il releva ensuite la tête et huma l'air. Une explosion de pouvoir venait de trouer le voile de la nuit, comme un doigt crevant une étoffe moisie. Et quelque chose s'était glissé à travers la déchirure. Atteignant le rebord du toit, le voleur disparut de l'autre côté. Le tueur chuchota alors une incantation dans une langue plus ancienne que le beffroi ou le temple, une langue que l'on n'avait plus entendue ici depuis des millénaires. Puis il sauta de la tour. Enveloppé de magie, sa descente fut lente, contrôlée. Il se posa sur le toit, telle une plume. Cape déployé à la façon d'une aile noire, une deuxième silhouette surgit des ténèbres, rejoignant la première. Une troisième descendit ensuite, tout aussi silencieuse, touchant terre près des 2 précédentes. Toutes 3 se consultèrent rapidement. La dernière arrivée grommela un ordre avant de repartir. Les 2 autres échangèrent une poignée de mots supplémentaires et se lancèrent sur la piste du voleur, la deuxième armant déjà son arbalète. 10 minutes plus tard, Crocus s'adossa au toit pentu de la maison d'un marchand pour reprendre haleine. Il ne voyait plus ni n'entendait plus personne. Soit le tueur ne l'avait pas poursuivi, soit il avait réussi à le ou la semer. Il se remémora la silhouette aperçue en haut du beffroi. Non, peu probable qu'il se soit agi d'une femme. Trop grande, près de 2 mètres, et trop mince. Un frisson parcourut le jeune voleur. Sur quoi était-il donc tombé ? Un assassin avait manqué le transpercer d'un carreau avant de finir lui-même massacré. Une guerre au sein de la guilde ? Dans ce cas, traîner sur l'étoile et devenir risqué. Il se redressa prudemment et observa les environs. Une tuile dégringola le long de la pente. Crocus se retourna et vit le tueur bondir, ses 2 longues dagues étincelant dans la nuit. Aussitôt, le voleur fonça vers le bord du toit et sauta dans les ténèbres. Le bâtiment en face était trop éloigné, mais Crocus connaissait bien les lieux. Tout en tombant, il tendit des mains tâtonnantes. Le fil de guidage le retint au niveau des coudes. Cherchant fiévreusement une meilleure prise, il se retrouva suspendu à 6 mètres du sol. Si la plupart des cordes à linge des rues de Darujistan n'étaient que de minces fils de chanvre d'une fiabilité douteuse, on trouvait aussi des câbles renforcés. Installés par des voleurs des générations plus tôt, ces câbles étaient solidement fixés au mur. De jour, le boulevard des singes, surnom donné par les voleurs, ne se distinguait nullement des autres cordes. Couverte à l'identique de sous-vêtements et de draps, mais au coucher du soleil, il reprenait sa véritable fonction. Les paumes à vif, Crocus s'avança vers le mur opposé. Il se risqua à regarder en l'air et se figea. Au bord du toit, de l'autre côté, un deuxième chasseur le tenait en joue avec une arbalète lourde. Crocus lâcha le câble. Un trait siffla juste au-dessus de sa tête. Un peu plus bas, une fenêtre vola en éclats derrière lui. Sa chute fut soudain stoppée par la première d'une série de cordes à linge, qui le ballotta violemment avant de céder. Crocus eut l'impression de tomber sans fin au milieu des cordes qui se déchiraient, mais il atteignit finalement la chaussée. Malheureusement pour lui, ses jambes étaient trop droites et son buste trop penché en avant, ses genoux cédèrent. Il parvint néanmoins à incliner suffisamment une épaule pour amortir un minimum le choc et roula au sol, avant de finir la tête contre un mur. Sonné, il se redressa en gémissant et leva les yeux. La vue troublée par la douleur, il entrevit vaguement quelqu'un descendre droit sur lui, avec une lenteur feinte. Il écarquilla les yeux. De la sorcellerie! Titubant, il fit volte-face avant de s'élancer en boitillant vers l'autre bout de la ruelle. Arrivé à l'angle, il traversa à la hâte une large voie éclairée au gaz pour s'engouffrer dans une nouvelle artère sombre. Il s'arrêta ensuite dans la vénelle et pencha prudemment la tête de l'autre côté du mur. Un carreau d'arbalète percuta une brique tout près de son visage. Bondissant en arrière, Crocus fit demi-tour et repartit sans plus attendre. Il entendit une cape voltiger au-dessus de sa tête.
Une douleur cuisante au niveau de la hanche gauche le fit trébucher, puis un autre trait d'arbalète lui frôla l'épaule, avant d'aller déraper sur les pavés. La douleur se révéla fugace, et Crocus poursuivit sa course chancelante. Au bout de la ruelle, l'entrée d'un immeuble était éclairée. Assise sur le perron, une vieille femme fumait la pipe. Ses yeux scintillèrent à l'approche du jeune voleur. Crocus la dépassa en bondissant sur les marches et cogna sa pipe contre la semelle de l'une de ses chaussures. Une pluie d'étincelles s'abattit sur les pavés. Le voleur poussa la porte et se rua à l'intérieur. Il s'arrêta un instant. Un étroit couloir mal éclairé s'ouvrait devant lui, avec au fond un escalier occupé par une ribambelle d'enfants. Le regard braqué sur les marches, il traversa le corridor au petit trot. Une invraisemblable cacophonie émanait de derrière les rideaux, des éclats de voix rageurs, des bébés en pleurs et des bruits d'ustensiles de cuisine. « Personne ne dort jamais ici » cria-t-il. Les enfants des escaliers s'écartèrent vivement de son chemin, et il grimpa 4 à 4 les marches gauchies. Au dernier étage, il s'arrêta dans le couloir devant une porte en chêne massif cette fois. À l'intérieur, un vieil homme installé derrière un énorme bureau leva un instant les yeux, avant de se remettre à griffonner frénétiquement sur un bout de parchemin froissé. « Bonsoir, Crocus, dit-il distraitement. « Bonsoir, mon oncle, octa l'adolescent. » Un minuscule singe ailé était perché sur l'épaule du vieil homme. Le regard luisant et à moitié dément de la créature suivit le jeune voleur, qui gagna précipitamment la fenêtre située face à la porte. Ouvrant grand les volets, Crocus grimpa sur le rebord. En bas, un jardin mal entretenu était quasiment noyé dans l'ombre, dominé par un arbre tordu. Le jeune homme jeta un coup d'œil aux branches, empoignant l'encadrement de fenêtre et s'inclinant vers l'arrière. Il inspira à fond et se lança en avant. Il franchit la distance se séparant de l'arbre et entendit un grognement de surprise, suivi par de furieux grattements contre de la pierre. Quelqu'un s'écrasa alors dans le jardin. Des miaulements aigus se mêlèrent à un bref cri de douleur. Crocus s'était raccroché à une branche courbe et flexible. Il évalua les oscillations du bois, puis allongea les jambes quand la branche l'entraîna de nouveau vers le haut. Ses mocassins se posèrent sur un appui de fenêtre. Il prit une profonde inspiration et lâcha la branche, se propulsant en direction de la fenêtre. Un coup de poing sur les volets de bois suffit à les ouvrir vers l'intérieur. Crocus roula tête la première et se redressa. Il y avait du remue-ménage dans une pièce voisine. Le jeune homme fila vers la porte de l'appartement, puis sortit en la claquant à l'instant même où un juron rauque retentissait derrière lui. Il courut dans le couloir jusqu'à une échelle menant à une trappe au plafond. Le voleur fut bientôt sur le toit. Tapi dans l'ombre, il s'efforça de reprendre son souffle. La sensation de brûlure revint dans sa hanche. Il avait dû se faire mal en tombant du boulevard des Singes. Pourtant, en allongeant la main pour se masser, il sentit sous ses doigts quelque chose de dur, de rond et de chaud. La pièce! Il la saisit. Un soudain sifflement retentit, et des éclats de pierre giclèrent sur son visage. Il se baissa et vit un carreau d'arbalète fendu par le choc rebondir sur la toiture, avant de plonger de l'autre côté en tournoyant follement. Avec un gémissement effaré, Crocus se rua vers l'autre côté du toit et sauta sans hésiter. Il atterrit 3 mètres plus bas, sur un auvent souple. L'armature de fer maintenant la toile s'affaissa mais ne céda pas. De là, la chaussée n'était plus très loin. Crocus trottina jusqu'au coin de la rue, où les carreaux sales d'un vieil édifice laissaient filtrer une lumière jaune. Une enseigne de bois pendait au-dessus de l'entrée, sur laquelle était peinte l'image délavée d'un oiseau crevé, couché sur le dos, pattes en l'air. Le voleur franchit les marches à la hâte avant de pousser la porte. Le flot de lumière et de bruit qui le submergea alors le rassénéra quelque peu. Il claqua la porte derrière lui. Adossé au panneau de bois, il ferma les paupières et entreprit d'ôter le linge qui lui recouvrait la tête et la figure. Des cheveux noirs dégoulinants de sueur retombèrent sur ses épaules, encadrant des traits réguliers. Il leva le bras pour s'essuyer le front, et quelqu'un lui fourra une chope dans la main. Le jeune voleur rouvrit les yeux, bleus et très clairs. Seule-t la serveuse s'affairait à proximité, soutenant d'une main un plateau chargé de pots à bière en étain. La jeune femme se retourna à demi et lui adressa un large sourire. « Rude nuit, Crocus ?» Il la dévisageant fixement. « Non, rien d'exceptionnel. » Portant la chope à ses lèvres, il but à longs traits. Au bord d'un toit situé en face de la miteuse auberge du Phénix, un chasseur, son arbalète à la main, examinait la porte que venait de franchir le voleur. Le second chasseur le rejoignit, rengainant 2 grands poignards. Qu'est-ce qui t'est arrivé s'enquit tranquillement le premier dans leur langue maternelle. Une altercation avec un chat. Tous 2 se turent un moment, puis le premier poussa un soupir préoccupé. L'un dans l'autre, tout ça a trop mal tourné pour être naturel. L'autre acquiesça. Toi aussi tu as senti la déchirure. Un ascendant a interféré, mais il s'est montré très prudent et ne s'est pas dévoilé. Dommage, il y a longtemps que je n'ai pas tué d'ascendant. Ils se mirent à examiner leurs armes. Le premier chargea son arbalète et glissa 4 carreaux supplémentaires dans sa ceinture. Le second sortit ses poignards un par un pour les essuyer avec soin. Entendant quelqu'un approcher, ils se retournèrent. C'était leur chef. « Il est dans l'auberge », lui apprit le second chasseur.
Nous ne laisserons aucun témoin de cette guerre secrète avec la guilde, renchérit le premier. La nouvelle arrivée jeta un coup d'œil à la porte de l'auberge. Non, dit-elle aux deux chasseurs. Les bavardages d'un témoin peuvent servir nos plans. Cette demi-portion a eu de l'aide, insista le premier chasseur d'un air entendu. Mais la femme secoua la tête. On rentre à la maison. Bon. Les deux chasseurs rangèrent leurs armes. Le premier lança un dernier regard à l'auberge. D'après vous, qui l'a protégé ? Quelqu'un qui a un fichu sens de l'humour, maugréa le second.